Il est 20h et tout de suite, c'est l'heure de On se lève et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris, le 93.9 FM. Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. Pourquoi le féminisme? Nous les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur? Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Salut à toutes et à tous, c'est Pauline et vous écoutez On se lève et on se casse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de princesses, de châteaux, de lignées, de familles puissantes, de mariages politiques, de secrets bien gardés et même d'une cité mystérieuse. Bref, sur le papier, tout ce qui compose un bon récit d'aventure médiévale. Sauf qu'ici, la question n'est pas seulement de savoir qui va hériter du trône, qui va trahir qui, ou quel secret se cache d'ailleurs derrière quelle grande famille. La question, c'est aussi qui raconte l'histoire. Qui a le droit d'être au centre de l'aventure? Qu'est-ce qui se passe quand les filles ne sont plus seulement des princesses à marier, des corps à protéger ou des silhouettes qu'on regarde? Parce que l'imaginaire médiéval, lui, n'a jamais été vide de femmes. Au contraire, il est rempli de reines, il est rempli de dames, de fées, de sorcières, de guerrières, de saintes, de mères, d'héritières. Il y en a tout plein des femmes. Mais ces femmes, elles sont très souvent racontées à travers le regard des hommes. Elles sont idéalisées, sexualisées, diabolisées, transformées en récompense ou en danger ou en mystère ou en exception. Alors aujourd'hui, on va se demander ce que ça change de déplacer le regard, de ne plus regarder ces figures féminines seulement comme des objets de désir, de peur ou de pouvoir, mais comme des personnages qui sont des sujets, qui agissent, qui pensent, qui fuient, qui rusent, qui choisissent et qui racontent à leur tour. Pour en parler, on reçoit Blanche Sabat, autrice et dessinatrice que vous connaissez peut-être pour ses récits féministes, historiques et mythologiques. Bonsoir Blanche Sabat. Bonsoir. Vous venez de publier chez Dargaud le premier tome de votre bande dessinée La Cité des Dames, qui est intitulé Le secret de Sika. Un titre qui fait évidemment écho à La Cité des Dames de Christine de Pisan, dont on parlera, qui a été publié en 1405, qui est un texte fondateur dans lequel l'autrice répondait au discours misogyne de son époque, en bâtissant symboliquement une cité peuplée de femmes illustres. Avec vous, on va parler donc de BD, de Moyen-Âge, d'héroïnes, d'aventures, de princesses qui ne restent pas à leur place, de transmission féministe et de cette grande question: comment raconter des femmes puissantes sans les enfermer dans des vieux fantasmes qui les accompagnent depuis des siècles? On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Alors ma première question concernant cette BD, c'est évidemment que jusqu'ici vous avez écrit des bandes dessinées qui sont plutôt documentaires, plutôt politiques, plutôt terre à terre, et maintenant vous vous lancez dans un genre qui est bien différent, l'heroic fantasy, qui plus est un monde imaginaire qui est inspiré de l'époque médiévale. Pourquoi est-ce que vous avez pris ce tournant tout d'un coup? Parce que en fait ça peut paraître dénoté par rapport à mes travaux d'avant, mais en fait c'est hyper cohérent. Oui. Parce que... Dans la ligne éditoriale. Voilà, c'est-à-dire que j'analysais les histoires des autres avant. Oui, ouais. Que ce soit de la réalité ou de la fiction d'ailleurs. Parce qu'avec Mythes et Meufs, c'était les héroïnes de fiction. Et comment les histoires façonnaient notre réalité. Et comment on était les héritiers, les héritières de mythes fondateurs ou pas. Et quelles images ça donnait des héroïnes féminines. Et du coup, comment est-ce que ça nous influait sur notre manière de nous concevoir en tant que femmes, en tant que minorité de genre. Et ensuite, avec l'histoire de France au féminin, le procédé est exactement le même. Sauf qu'il s'agit de femmes réelles cette fois-ci. Mais ce qu'on mettait en lumière avec l'histoire de France au féminin, justement, c'était que l'histoire avec un grand H, même si c'est une discipline scientifique, elle faisait l'objet d'une narration, en fait. Elle faisait l'objet d'une mise en récit, et d'une mise en récit qui était erronée, puisque amputée de 50% des protagonistes, c'est-à-dire les femmes. Et donc, du coup, avec La Cité des Dames, je revendique cette idée, la même idée qui est que nos narrations ont une influence énorme sur comment on se conçoit politiquement, mais cette fois-ci, c'est moi qui raconte. Et je suis plus dans une posture d'analyste, mais plutôt dans une posture de conteuse et de dessinatrice. Et donc, pour moi, j'avais toujours eu envie, en fait, de raconter des histoires. C'est aussi pour ça que j'ai pris tellement de plaisir à analyser des histoires dans mes œuvres précédentes. C'est que je pense que le pouvoir des histoires, il est fabuleux, il est incommensurable en vrai. Donc pour moi, c'était la suite logique de mon procédé artistique et politique. Ok. Et qu'est-ce que la fiction d'aventure vous a permis que
les portraits ou les récits plus historiques ne vous ont pas permis jusqu'ici? Bah, déjà, c'est moi l'autrice. Et ça, c'est vraiment super agréable parce que je peux faire dire ce que je veux à mes personnages. Je suis aussi vachement plus mise en garde sur certains écueils narratifs, justement parce que je les ai tellement analysés. Je me dis, bon, bah, ça, je sais que c'est un cliché. Ça, je sais que c'est un peu impensif. Là, j'ai envie de créer ce personnage, par exemple, de sorcière trop stylée. Ah, est-ce que je tombe pas un petit peu dans l'archétype de la femme fatale? Là, j'ai un personnage qui va sauver un autre personnage. Est-ce qu'on est quelque part dans la demoiselle en détresse? Non. Alors, est-ce que ce serait pas mieux que les femmes se sauvent elles-mêmes? Et donc en fait, je vais avoir des tas de garde-fous qui me viennent de mes ouvrages précédents et du coup je peux essayer de façonner une histoire qui me plaît, et ça c'est extrêmement agréable et c'est très différent que d'être dans une posture d'analyste. Puis ça me permet, en fait c'est vraiment une liberté incroyable quoi, de ton, d'action, ça me permet de dire ce que je veux, sauf qu'en plus c'est pas moi qui le dis, c'est des personnages de fiction. Et donc en fait je peux faire dialoguer des choses avec lesquelles en plus je suis pas forcément d'accord, mais faire exister une discussion. Je faisais un petit format sur mon compte Instagram il y a quelques années, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, mais j'avais un petit format que j'appelais Café Philo. Et en fait c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je mettais des personnages autour d'une table de café et je les faisais discuter d'un sujet de société, et donc du coup en tant qu'autrice je prenais tour à tour tous les côtés du débat de la table, et ce qui était intéressant qui advenait au milieu c'était la discussion, et pour moi ma BD elle est un peu comme ça. Et bon, alors, pour les personnes qui connaissent la référence, La Cité des Dames, évidemment, ça fait donc directement référence à Christine de Pisan, qui donc a publié un livre en 1405, qui est souvent considéré comme l'un des premiers grands ouvrages féministes, parce que l'autrice répond au discours misogyne de son époque et défend la valeur des femmes. D'ailleurs, le livre apparaît dans votre BD, donc lorsque la princesse Kindébenit explique l'avoir trouvé dans une bibliothèque universitaire. Est-ce que vous avez voulu créer un dialogue direct entre l'ouvrage de 1405 et vous, votre univers fictif, qui reprend un peu des codes féministes et qui renverse un peu la table? Bah, en fait, pour moi, mon procédé, il est proche de celui de la vraie Cité des Dames. C'est-à-dire que c'est aussi un dialogue et une discussion. Christine de Pisan, elle se met en scène dans la Cité des Dames et elle discute avec 3 divinités. C'est justice, droiture et vérité, je crois. Donc c'est un dialogue philosophique. Et moi, j'en ai fait quelque chose de très concret. C'est-à-dire que dans mon histoire, Kindébenit, elle veut faire une vraie ville, en fait. Elle prend le projet un peu au pied de la lettre en disant non, moi, je veux créer une cité où les femmes ne seront plus asservies, et ce ne sera pas juste un outil philosophique, ce sera un vrai lieu. Sauf que je dis ça dans une BD qui elle-même est un outil. Et donc, en fait, pour moi, ma référence et mon hommage à Christine de Pisan, il est là. C'est-à-dire que je veux faire comme elle. C'est-à-dire que c'est hyper, c'est hyper méta, en fait, La Cité des Dames. C'est un livre qui est lui... La Cité des Dames, c'est le livre. C'est le titre, et c'est aussi un manuel, en fait, une boîte à outils pour clouer le bec des misogynes. Et ça marchait très bien en 1405, et je pense que ça va très bien marcher en 2026 aussi. Oui. Et donc j'aimerais bien que ma BD, ce soit aussi une forme de... Alors, encyclopédie, c'est beaucoup trop pompeux, mais en tout cas, une forme de recueil de différentes pensées féministes qu'on va croiser, qui sont, cette fois-ci, celle-là, elle est vraiment contemporaine du Moyen-Âge, mais il y en aura des beaucoup plus modernes, que je mets dans la bouche de mes différents personnages pour qu'en lisant, on soit exposé à de la théorie féministe, mais peut-être pas aussi frontalement que si on lisait un essai, et de manière plus agréable et plus subtile et peut-être plus digeste à lire, puisque c'est dans un univers très dépaysant, avec également plein d'aventures et plein d'actions. Et donc cette BD que vous considérez comme méta, et ce qui est vraiment méta, c'est vrai, est-ce que c'est pour vous une arme narrative, un rêve que vous n'avez pas suffisamment vu en BD? Oui, complètement. Oui, complètement. Une arme narrative pour militer, oui, tu veux dire? Une arme narrative, une utopie, un lieu que vous n'avez pas vu suffisamment dans la BD avant ça? Oui, enfin, je l'ai beaucoup vu dans la BD, mais pas forcément de manière féministe. Voilà, c'est-à-dire que des BD d'aventure... Voilà, c'est ça. C'est ça, parce que je pense par exemple à la science-fiction, dans les romans, mais aussi la BD de SF, c'est vraiment une matière à penser la politique, à penser la société dans laquelle on veut ou ne veut pas, surtout pas vivre. Et donc ça a beaucoup été fait, et je trouve que dans le genre de l'heroic fantasy, un petit peu moins, et encore moins pour parler de féminisme. Et de lutte sociale et de lutte des classes un peu plus, mais de féminisme assez rarement, parce qu'en plus, dans la fantasy, on a tendance à tomber dans des gros clichés d'un Moyen-Âge extrêmement oppressif,
oppressif et cauchemardesque pour les femmes, alors que bon, c'était pas plus cauchemardesque que d'autres époques qui sont pas présentées comme ça, comme des époques où les voilà, obscures, fanatiques, ultra violentes, ultra misogynes, etc. Et donc on penserait que c'est un peu le genre le moins propice à parler d'émancipation féminine, alors qu'en réalité, et ça encore une fois je l'ai appris grâce au truc OBD que j'ai publié avant et aux travaux que j'ai fait, qu'en réalité c'est extrêmement propice à parler de la place des femmes dans la société. Donc effectivement je l'ai peu vu, mais c'est quand même parce que je l'ai un peu vu que j'ai eu envie de le faire. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai eu des bons exemples assez récemment en fait autour de moi que je me suis dit en fait il y a une place pour un discours féministe en BD au Moyen-Âge. Je pense en particulier à Peau d'homme qui m'a énormément inspirée, où en fait je voyais une BD qui parle de féminisme, de queerness, de transidentité dans l'Italie du XIVe siècle. J'étais là, en fait c'est possible, on a le droit de faire ça. Et ça c'était hyper important, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup et je suis contente de participer à faire quelque chose de nouveau, mais c'est parce qu'il y en a déjà eu que moi je me suis sentie capable de le faire. Justement, donc dans les récits médiévaux, les femmes puissantes sont donc très loin d'être absentes, vous l'avez dit. Il y a des sorcières, des magiciennes, des saintes, des reines, des guerrières. Mais donc dans les récits d'époque, elles sont souvent sexualisées, diabolisées, ramenées à leur genre, à des descriptions très misogynes, notamment les complaintes, je crois, de Mathéole à qui répond Christine de Pisan dans son ouvrage de 1405. Vous avez voulu donc retourner ce regard-là, où vous rappelez que effectivement le Moyen-Âge c'est pas si pire que ça par rapport à aujourd'hui en fait, et que en fait c'est pas complètement déconnant de créer des héroïnes féministes au Moyen-Âge, et vous en avez fait des personnages qui sont extrêmement sujets, qui bougent par eux-mêmes et qui n'attendent pas les hommes. Bah oui, déjà par fidélité à une certaine réalité historique, qui est du coup hyper galvaudée, complètement transformée, complètement cliché par des yeux contemporains. Et puis c'est important aussi de le dire, contemporain et extra-européen, c'est-à-dire que le genre de la fantaisie, en tout cas en littérature, il est dominé par les écrivains et les écrivaines américains, enfin états-uniens plutôt. C'est un pays qui a pas de Moyen-Âge. Ouais. Et donc, ils voient aussi le Moyen-Âge européen avec des lunettes déformées. Et donc, ils mélangent des choses parfois où il y a 1000 ans d'écart entre les deux trucs. C'est-à-dire que je discutais, j'étais à un panel au Festival des Intergalactiques à Lyon le week-end dernier, où on parlait de certains vêtements qui vont être la fin du XVIe siècle, mélangé avec des épées vikings de 600 après Jésus-Christ, et ça paraît complètement normal, ou des châteaux, ou des architectures qui bougent pas pendant 1000 ans, 1500 ans, etc. Et donc je trouve que c'est aussi important de se dire que ce qu'on connaît de l'heroic fantasy, c'est aussi écrit et souvent dessiné par des personnes qui ont une vision ultra galvaudée du Moyen-Âge. Et moi, j'avais à cœur de faire quelque chose qui ressemblait un peu au vrai 13e, 14e siècle, tout en étant fictionnalisé. Ça, c'est vraiment revendiqué, mais quand même de dire, en fait, il y a des médiévistes qui font des travaux incroyables. Il y a une période qui est riche et qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, inspirons-nous de ça. Mais ça a beaucoup de choses à nous apprendre, même en termes de démocratie, en fait. Il y avait des formes de démocratie participative au Moyen-Âge dont on gagnerait à s'inspirer aujourd'hui, je pense. Et ça, c'est très méconnu, en fait, parce qu'on a cette idée du seigneur ultra cruel qui a une domination ultra totale, mais ça, c'est aussi l'objet d'une narration, d'une fiction. Donc, j'avais à cœur de faire ça, dans un premier temps. Et puis aussi, il faut pas oublier que dans Heroic Fantasy, il y a fantasy. Et donc, malgré cette espèce de fidélité au récit historique qui me tient à cœur, c'est aussi de la fiction. Et parce que c'est de la fiction, il n'y a pas lieu de être réaliste là où ça nous arrange. C'est-à-dire que souvent, on est en mode, c'était une période très misogyne, donc je suis obligée de faire des personnages qui sont tous super misogynes. Donc ça insulte les femmes à foison, ça fait un espèce d'humour graveleux, parce que bien sûr, dans les armées, les soldats, c'était ça qu'ils devaient dire et penser. Sauf qu'en réalité, on est dans un monde où il y a de la magie, où il y a des dragons, où il y a très souvent des zombies, où il y a des arbres qui parlent, qui se déplacent. Si on a ça, pourquoi est-ce qu'on n'est pas fidèle à la réalité sur ce plan-là, mais par contre on est fidèle à la misogynie? Moi je trouve que c'est vrai qu'il y a une cohérence là-dedans. Mais c'est pas du tout cohérent. mais voilà, et donc du coup je dis là, non, en fait, moi j'ai envie d'avoir des ordres de chevaleresses, j'ai envie d'avoir des femmes qui mènent l'action parce que elles ont
tel droit et capacité dans telle région du monde, parce qu'en fait j'invente le monde et c'est moi qui fabrique les règles. Et donc si on s'affranchit du réalisme pour certains trucs, j'aimerais bien qu'on s'en affranchisse dans les côtés les plus misogynes pour pouvoir faire des héroïnes qui vraiment font des choses. Et justement, tout à l'heure, vous faisiez un peu la liste des questions que vous êtes posées en écrivant cette BD, notamment si j'écris ce personnage comme ça, est-ce que c'est pas répondre un peu à des clichés, etc. Comment est-ce que, avec toute l'imaginaire qu'on nous a un peu imposé des récits de chevalerie, de la fantaisie médiévale et des images de femmes qui nous ont été un peu imposées dans ce cadre-là, comment vous vous êtes mis en position d'écrire une héroïne qui n'est pas juste un objet, mais bien un sujet? Eh ben, je me posais tout le temps la question de l'agentivité. Est-ce que mon personnage mène l'histoire? Est-ce que c'est ses choix qui impactent la narration ou est-ce qu'elle fait que subir son histoire? Et moi, je voulais vraiment que les choix de mes personnages soient des moments déterminants et que justement, on puisse s'identifier à ses choix et se demander est-ce que moi, j'aurais fait pareil? Là, comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Parce que, indépendamment du genre de personnage, c'est ça que je trouve intéressant. C'est d'avoir quelqu'un dans une situation périlleuse et de se dire, bon, alors là, j'ai mis des grosses contraintes parce que j'ai quand même fait un monde très sexiste. C'est-à-dire que il y a deux approches un peu pour faire de la fantaisie féministe. Soit on fait vraiment une œuvre féministe où il n'y a pas de sexisme qui existe. Je pense au Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui est un super exemple, où il n'y a pas de misogynie dans son monde. C'est fabuleux, c'est tellement reposant à lire. Il y a plein d'autres conflits, il y a des conflits armés, il y a des conflits de classe, etc. Mais il n'y a pas de sexisme et pas de racisme, je crois, dans son monde. Et ça en fait une œuvre féministe intrinsèquement. Moi, j'avais envie que dans mon œuvre, il y ait des féministes. Pour qu'il y ait des féministes, il faut qu'il y ait du sexisme. Donc, j'avais envie de créer une société avec des grosses contraintes pour les femmes, mais que du coup, on les regarde se débattre et s'ingénier à les combattre et à vouloir la transformer. Et donc ça, c'était aussi une ambition, en fait, que la misogynie soit pas un prétexte à faire souffrir mes personnages féminins, mais au contraire, un lieu d'engagement, un lieu qui fait éclore, comme dans la vraie vie, en fait, un lieu qui fait éclore la solidarité et la sororité, et un lieu où on va se penser politiquement. Et c'est en ayant ça en tête, en fait, que j'ai construit mes différentes intrigues. Et justement, donc, les mariages politiques, les lignées, l'héritage, la cour, c'est quand même des classiques du récit médiéval. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de le regarder du point de vue de femme, au pluriel? Parce que je dis une héroïne, en fait, il y en a plein d'héroïnes. Je les ai mises dans des situations qui, de prime abord, peuvent paraître assez classiques. J'ai une héroïne qui doit faire un mariage de raison parce que son héritage est un gros enjeu politique. Là-dessus, je me suis un peu inspirée du destin d'Aliénor d'Aquitaine, qui donc hérite du duché d'Aquitaine, qui est genre un tiers de la France à l'époque où elle en hérite. Donc, qui elle épouse, c'est vraiment un enjeu très important. Et là, j'ai copié un petit peu ça pour les prémices de mon personnage du début. J'ai un personnage qui est déchu de son rôle politique, alors qu'elle n'a rien fait, mais parce que c'est un pouvoir que les hommes politiques ont. Et j'ai une troisième personnage féminine qui est beaucoup plus indépendante, beaucoup plus libre et beaucoup plus versatile. Et en fait, je voulais des personnages qui soient situés à des endroits différents du champ social et que donc du coup, elles aient des manières de penser leur oppression et leurs privilèges qui diffèrent les unes des autres. Et un des écueils dans lesquels j'ai essayé de pas tomber aussi, c'est de faire des personnages qui seraient un peu des copies conformes. Dans plusieurs œuvres de fantasy que j'aime bien en plus, mais les personnages féminins ont un peu toute la même personnalité. C'est ce genre de meuf rebelle et combative et courageuse, et c'est super, mais du coup, elles perdent un petit peu de leur spécificité. Et moi, j'avais envie que... En fait, ça dépend lesquelles, évidemment, mais il y en a, je pense qu'il y en a deux en particulier, je pense que si elles se rencontraient, elles s'entendraient pas du tout. Et je trouve ça intéressant aussi. Et en fait, comment est-ce que je m'en suis sortie? Il y a une personnage notamment, je sais pas si je les nomme, mais... c'est pour ne pas spoiler en fait que je... Très bien, voilà, on va rester dans le... Ok. Qui est dans un univers très cloisonné. Oui. Elle se retrouve dans un couvent et elle doit composer avec les contraintes énormes de ce couvent. Et c'est un ton assez différent de d'autres personnages dans l'histoire, où les autres, ça va plutôt être comment est-ce qu'on va influer politiquement et comment est-ce qu'on va essayer de tirer son épingle du jeu d'alliance en fait qui a lieu à la capitale, et comment est-ce que ce mariage de raison,
on peut en fait en faire un atout, plutôt que d'avoir une approche peut-être plus classique où ce serait de frontalement dire je ne veux pas me marier donc je fugue. Moi j'avais pas envie de ça, j'avais envie de dire non, t'es obligé de te marier, c'est les règles de ton univers et c'est les règles de ta société, mais comment est-ce que tu fais pour faire de cette situation que tu subis quelque chose que tu retournes à ton avantage en fait. On t'a dealé un jeu de cartes et qu'est-ce que tu fais avec ce jeu-là? Et pour le personnage qui est au couvent, c'est un peu la même chose, sauf que les contraintes sont beaucoup plus... Ouais, c'est ça. Les contraintes sont plus fortes et elle est beaucoup plus seule. Elle a beaucoup moins d'alliés. Et là, c'était plus en mode mystère et survie presque. Et j'avais envie qu'on se demande, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Là, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? À un moment, il y a un choix. Est-ce qu'il faut dénoncer ou pas dénoncer? Comment est-ce que je préserve ma survie? Comment est-ce que j'ai le luxe de faire acte de solidarité quand je suis menacée? Et tout ça, c'était des questions en fait que mes personnages se posent en permanence. Et je spoil un tout petit peu, mais quelque chose que j'ai vraiment revendiqué dans ce tome 1, c'est que l'attitude qui est la plus gratifiante, c'est toujours la solidarité. Toujours. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans cette BD. Oui. Il y en a beaucoup, ça fait du bien de le lire aussi. C'est pas que des personnages hyper badass qui s'étranglent les unes les autres. Et justement, est-ce que prendre le Moyen-Âge, ça vous permet de parler du patriarcat d'une place vraiment très très éloignée? Comme un théâtre un peu, où les rapports de pouvoir deviennent très visibles et ça vous... Pas si éloigné que ça en vrai. On est dedans, donc bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on peut les exacerber, les rapports de pouvoir. Parce qu'on a beau dire que c'était pas si terrible que ce qu'on pourrait croire au Moyen-Âge. Bon, on n'est plus... Voilà, c'était pas non plus incroyable, on va pas se mentir. Et le fait, voilà, d'avoir un roi qui a tout pouvoir, d'avoir une société extrêmement stratifiée. En fait, non, c'est pas tellement lointain. C'est juste que ça met en lumière des choses qui sont encore vraies aujourd'hui. Et donc, ça me sert juste à les décaler dans un univers qui est dépaysant et dans lequel il est agréable de se plonger, mais qui nous fait, en théorie, remarquer des petits parallèles avec notre société à nous. Et aussi, ce que ça permet, c'est pas juste parce que là, j'ai l'impression qu'on donne peut-être une image un peu aride de ce qu'il y a dans ma BD, mais c'est pas juste des gens qui discutent de politique. Mais c'est de l'aventure, en fait. Oui, c'est de l'aventure. L'heroic fantasy, c'est aussi des gens qui voyagent, qui se déplacent, des paysages fabuleux qu'on découvre, des contrées, des cultures auxquelles on va se confronter. Il y a un peu de magie, il y a beaucoup de mystère. Donc ça, pour moi, c'est aussi engageant et ça permet c'est un peu ce que tu disais, un peu de théâtraliser ces rapports de force pour nous faire prendre conscience de choses dans la vraie vie aussi. On va faire une petite pause dans l'émission pour accueillir notre chroniqueuse Chloé. Salut Chloé. Bonjour. De quel mythe tu vas nous parler aujourd'hui? Alors Blanche Sabat, votre livre s'ouvre sur une scène où une jeune fille à marier sème ses prétendants en menant son cheval au galop. Et l'un d'eux meurt même dans cet accident. Et du coup, cette scène m'a tout de suite fait penser au mythe d'Atalante. Qu'est-ce que c'est Atalante? Qui c'est? Alors Atalante, elle est abandonnée à la naissance par son père, un roi qui voulait un fils. Recueillie par une ours, elle grandit dans la forêt sous la protection d'Artémis, la déesse de la chasse, des espaces sauvages et des jeunes filles avant le mariage. Donc voilà, dans la Grèce antique, les jeunes filles nobles passaient une période sous la garde d'Artémis avant d'entrer dans le monde des femmes mariées. C'était un rite de passage. Et Atalante, elle refuse ce passage. Elle veut rester du côté de la liberté. Donc quand son père la retrouve, il est finalement ravi. Et donc, comme tout bon père, il veut la marier. Donc elle ne dit pas non, mais elle pose une condition. Elle n'épousera que celui qui la bat à la course. Et ceux qui perdent seront mis à mort. Or, personne ne la bat. C'est une façon très radicale de refuser un mariage. Oui, avec la course, elle affirme son autonomie. Donc Atalante ne dit pas non frontalement. Elle négocie ses propres règles dans un monde qui ne lui laisse pas le choix. C'est une figure de résistance. D'ailleurs, elle ne fait pas que courir. C'est aussi une guerrière reconnue. Elle tue le monstrueux sanglier de Calydon. Et c'est aussi la seule femme à participer à l'épopée de Jason et des Argonautes, ces héros qui vont chercher la toison d'or. Ce qui m'interpelle, c'est que son mythe est connu, mais elle n'a jamais eu d'œuvre majeure qui lui soit entièrement consacrée. Donc il n'y a pas de tragédie grecque, pas d'épopée. Elle apparaît ici et là, par exemple chez Ovide, mais toujours en personnage secondaire. C'est un mythe que tout le monde connaît dans la Grèce antique, mais avec une femme que personne n'a jugé bon de mettre au premier plan. Et pourtant, elle a beaucoup de qualités. Ça fait plaisir d'avoir pour une fois une héroïne qui accomplit des exploits. Oui, mais bon, ça finit mal pour elle. Donc un prétendant aidé par Aphrodite sème des pommes d'or sur la piste de course. Atalante s'arrête pour les ramasser.
Elle perd et elle doit se marier. Et la fin est sombre. Les deux époux font l'amour dans un sanctuaire sacré et sont transformés en lions en punition pour ce sacrilège. Donc Atalante, la femme libre, finit bête sauvage. Donc c'est pas vraiment un happy ending. Non, effectivement, Atalante incarne une idée très simple et très forte. Les mythes grecs donnent parfois aux femmes une puissance extraordinaire, mais ils cherchent ensuite à la reprendre. La liberté d'Atalante est célébrée, mais seulement temporairement. Le récit insiste ensuite sur le prix à payer, même si perso, je pense qu'il en vaut la peine. Ce qui est intéressant, c'est que le mythe est enserré par des déesses féminines. Artémis la protège dans sa liberté, Aphrodite la ramène dans l'ordre du mariage et du désir, jusqu'à la punir quand ce désir déborde. Donc c'est pas un homme qui la neutralise, c'est une puissance supérieure qui la fait revenir dans l'ordre des choses. Donc les mythes grecs peuvent parfois concéder aux femmes une place exceptionnelle, mais cette place est fragile, comme si leur indépendance devait aussitôt être cadrée, corrigée, domestiquée. Mais c'est aussi ce qui rend Atalante si moderne. Dans une lecture antique, elle peut apparaître comme un avertissement adressé aux femmes qui s'écartent des normes, mais dans une lecture contemporaine, elle devient aussi une héroïne d'émancipation, une femme qui court, qui résiste et qui refuse d'être définie par les attentes des autres. Ce qui fait donc penser à Kin, l'héroïne de la BD de Blanche Sabat. Kin part du même point de départ qu'Atalante. C'est une jeune fille qu'on veut marier dans un monde qui ne lui demande pas son avis. Mais elle ne cherche pas à fuir, elle intrigue, elle manœuvre, elle cherche à orienter son destin de l'intérieur. Et c'est peut-être ça la différence entre le mythe antique et ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'Atalante n'a jamais eu son œuvre et que Kin, elle, a la sienne. Merci beaucoup Chloé. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM, et vous écoutez toujours On se lève et on se casse. On est avec Blanche Sabat, la dessinatrice et autrice de La Cité des Dames, Le secret d'Essica, son premier tome. Juste avant notre pause, je voulais vous demander également, dans votre bande dessinée, donc la particularité, c'est que les personnages masculins, bien qu'ils soient rois pour certains, sont très peu visibles, très secondaires, on ne les voit que rarement, ils restent en arrière-plan, on comprend bien quand on les voit qu'ils ont beaucoup de pouvoir, mais est-ce que ça vous a demandé un effort particulier de réfléchir à une histoire où effectivement les personnages de pouvoir traditionnellement sont très peu vus? Pas vraiment. En fait, comme mon prémisse de base, c'est que mes personnages principaux, j'ai un petit casting de 6 personnages principaux, veulent changer la société, veulent influer sur leur monde. Il fallait nécessairement qu'ils ne soient pas directs dans des positions ultra dominantes ou de pouvoir, puisque dans ces cas-là, il n'y a plus d'intrigue, puisqu'ils peuvent changer le monde, puisque bah voilà, si c'est le roi, le héros, il a déjà une énorme prise sur la politique du pays ou du royaume en l'occurrence. Donc le fait que ce personnage-là, en tout cas, il reste plutôt dans le mystère et qu'on ne l'ait pas encore totalement découvert, on va en découvrir plus sur lui plus tard, ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts. En fait, mes personnages masculins, je donne une certaine vision de la masculinité aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont amis avec des femmes, qui les écoutent, qui sont sensibles aux idées qu'elles partagent, à leurs désirs, qui ont eux-mêmes des propres désirs d'émancipation ou de transformation de la société. Et donc du coup, ce que je dis un peu en filigrane, en montrant assez peu une masculinité très dominante et plutôt beaucoup une masculinité plutôt douce et moi je trouve intelligente en fait, ça dit quelque chose de ce que je pense des masculinités en général, je pense. Il y a moyen d'avoir une bonne masculinité sympathique. Et pour se refocaliser un peu sur Kindura, donc une de vos héroïnes principales, elle apparaît très vite comme un personnage donc en mouvement. Donc comme le disait Chloé, elle monte à cheval, elle observe, elle répond. Elle n'est pas du tout figée dans une posture de princesse. Vous disiez que vous étiez un peu posé la question, moi qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Comment vous l'avez construite? Cette héroïne? Oui. C'est compliqué. Est-ce que vous êtes inspiré de personnages dans votre vraie vie ou de personnages mythologiques? Plutôt de personnages historiques, donc un peu Aliénor d'Aquitaine au début, un peu de mes héroïnes préférées. Moi, je suis vraiment une fan inconditionnelle de Titanic et j'ai réalisé assez tard finalement qu'elle ressemblait un peu à la Rose de Titanic. D'ailleurs, enfin, une fois que je l'ai réalisé, c'est devenu délibéré, mais à la toute fin de l'histoire, elle porte la même robe que Rose. Ah oui, c'est vrai. La robe Premier Empire rose pâle, que Rose porte tout à la fin du film.
cette idée on retrouve en fait cette intrigue du mariage forcé, cette intrigue de être d'une classe très privilégiée et vouloir tirer son épingle du jeu et s'émanciper de plus en plus. Et donc je pense qu'il y a pas mal de cette manière-là de construire les héroïnes a vachement été influencée par ce type d'héroïne courageuse que j'ai trouvée chez James Cameron du coup. Et puis après j'ai mis beaucoup de moi-même aussi dans cette héroïne là. Alors c'est pas à dire que j'ai son degré de courage ou d'intelligence, mais elle me ressemble un petit peu. Non, alors ça c'est sûr que non, mais aussi des idées qui m'animent, évidemment un peu de Christine de Pisan, parce que je trouve que son destin à elle, sa vie, déjà son œuvre est incroyable, mais aussi le destin qu'elle a eu, la vie qu'elle a menée, ont été extrêmement inspirants. Et donc du coup, Keane, c'est un petit peu... À un moment, il y a une discussion, quand un pique-nique entre plusieurs personnages qui discutent et qui disent qu'il y a plus d'une façon d'être prisonnier, et il y a aussi plus d'une manière de s'émanciper. Et Keane, elle incarne une manière de s'émanciper, c'est plutôt par les livres, par la connaissance, par l'écriture, par le savoir. Et ça, c'est un truc dans lequel je me retrouve beaucoup, puisque j'écris des livres. D'autres personnes, je pense au personnage de Hagar, je pense au personnage de Mao, vont avoir des manières de s'émanciper très différentes, parce que leurs contraintes ne sont pas les mêmes. Je pense au personnage de Baldwin aussi. Et en réalité, d'ailleurs, elle le discute avec Hagar à ce moment-là, où elle dit user des poignards plutôt que des livres. Et donc, on a un peu ces deux outils. Et sur la couverture, Keane, elle a les deux dans les mains. Elle a un livre dans une main et un poignard dans l'autre. Il y en a un qui est face vers le monde et l'autre qui est caché dans son dos. Et donc, ça illustre un petit peu cette dualité qui n'est pas forcément présente chez ce personnage-là, mais qui est présente dans mon univers en général. Il y a plusieurs manières de lutter, en fait. Et il y a plusieurs stratégies et à chacun de se reconnaître dans certaines. Et est-ce que, à l'inverse, vous aviez des contre-modèles que vous vouliez absolument pas... dont vous ne vouliez pas vous rapprocher, en fait, en termes de BD, de personnages féminins? Je voulais pas. C'est plutôt des fils narratifs que je voulais pas reproduire, des clichés. C'est pas vraiment des personnages en particulier, mais plutôt je voulais pas de méchantes femmes fatales sorcières. Ça, je trouve que c'est trop cliché. Puis je sais pas trop ce que ça raconte en fait. Je voulais pas de scène. Je voulais pas que la virginité, par exemple, ce soit un espèce de truc qui prenne beaucoup de place dans l'intrigue, comme c'est le cas dans beaucoup d'œuvres de fantasy. En fait, j'en ai marre qu'on me parle de ça. Je trouve que c'est un espèce de regard un peu pervers et fétichisant sur la virginité, sur le corps de femmes très jeunes, la pratique là d'avoir une consommation du mariage public et ensuite de montrer le drap ou je sais pas quoi. C'est quelque chose de hyper marginal au Moyen-Âge. Pourtant, c'est quelque chose de surreprésenté dans les œuvres. Films et tout, vraiment beaucoup. Parfois. Alors que je suis là, mais en fait, c'est glauque, c'est douloureux, c'est pas cool. J'ai pas envie de faire subir ça à mon héroïne. Pour moi, c'est vraiment évacué dès le début. Hop, c'est quelqu'un qui a une sexualité libérée, je pense que le sexe peut être un lieu d'émancipation et de politisation aussi. Et donc, j'avais envie de montrer ça plutôt que de montrer une sexualité qui soit terrifiante, douloureuse et publique. Non, mais vraiment. Les ingrédients d'une sexualité. D'une bonne sexualité, finalement. Donc, voilà. Exactement. Donc, moi, j'ai inversé ça. Enfin, j'ai vraiment pris le contre-pied de ça. Donc, il y a certaines choses comme ça où je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai trop vu et que je veux pas voir et dans quoi est-ce que je veux pas mettre mon héroïne. Et du coup, pareil, en fait, la discussion que Keane a avec Hagar sur des sujets encore ultra contemporains qui sont la contraception, j'avais envie qu'on parle de ça, en fait, plutôt. Oui. C'est vrai que c'était hyper intéressant de voir un personnage traiter la sexualité de la manière comme un non-sujet, comme si c'était voilà, c'est bon, on a un crush, on va le faire, c'est bon. Ça. Et de dire oui, on va avoir une sexualité avant le mariage, et il y a des manières à cette époque-là médiévale de faire et de pas se faire couper la tête à la fin. C'est ça. Et c'est quand même dangereux, c'est-à-dire qu'elle est dans une position où c'est un peu risqué de faire ça, mais c'est pas grave en fait. Voilà, des héros ont des comportements dangereux dans tous les romans et ça nous paraît ok. Et je vois pas pourquoi une femme qui aurait une sexualité libre et assumée, parce qu'on l'a fait dans cet univers-là, elle serait ultra méga sévèrement punie. Moi, j'avais pas envie de ça. Elle a aussi quelque chose. Kindura, elle a aussi quelque chose de d'insolent. J'ai dit Kundura 2 fois. Pardon. Elle a quelque chose de drôle, d'un peu indiscipliné. Pour vous, pourquoi c'est important l'humour pour une héroïne féministe ?
Moi, j'avais envie que ce soit un personnage qui soit sympathique aussi. Pour moi, c'est important d'avoir des personnages qu'on aime bien, qui soient pas non plus tout le temps ultra premier degré, auxquels on puisse s'identifier, qui puissent nous ressembler. Et donc, du coup, il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques petits moments d'humour et de légèreté qui humanisent, je pense, les personnages. Parce que soit quand on leur fait vivre des épreuves absolument abominables, soit quand ils sont très très motivés par une cause très noble, je trouve que ça les éloigne aussi un petit peu de nous, des lecteurs, de nous, voilà, des personnages humains, et donc j'avais besoin qu'elle soit accessible aussi. Et je sais qu'il y a un moment, on me l'a dit ça en dédicace l'autre jour, qu'on aimait beaucoup une conversation qu'elle a avec le personnage de Talma. À un moment donné, ils font un voyage ensemble et ils ont une petite conversation qui, moi, là pour le coup, c'est des trucs inspirés un peu de la vraie vie. C'est genre le rapport que je peux avoir avec mon petit frère ou avec certains de mes meilleurs amis. Et on m'a dit, ah mais ça fait du bien, ils ont l'air d'être vraiment humains et de vraiment bien s'entendre. Et j'étais là, oui, bah c'était délibéré, quoi. Ok. Et souvent, quand on parle de personnages féminins forts, on oublie qu'un personnage féminin fort, c'est pas une badass qui a zéro vulnérabilité, qui ne pleure pas, qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de tristesse, etc. Là, dans ces personnages, vous montrez que des personnages avec des vulnérabilités, de la tristesse, des cœurs brisés, etc. Vous y avez pensé à ça vraiment délibérément, de se dire, ça va nous éloigner, les lecteurs, de ces personnages-là, et puis c'est pas réaliste. Ouais, j'y ai pensé, mais surtout, c'est venu aussi assez spontanément, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi une forme de female gaze, parce que je me suis entraînée avec mes autres BD, puis parce que je suis une femme et une féministe. Je pense que juste, moi j'ai de l'affection pour mes personnages, et j'ai de l'empathie pour eux. Et donc Mao, par exemple, elle a un arc très dur, et donc en fait, bien sûr qu'il y a des moments où elle va être triste et seule et perdue, et ça en fait pas d'elle quelqu'un de faible, en fait. Et justement, on est aussi courageux quand on est vulnérable. Et donc pour moi, c'était juste me demander... qu'est-ce qu'une jeune femme de 16 ans à ce moment-là ressentirait en ayant vécu ces choses-là. Moi, je pense qu'elle serait comme ça. Et c'est juste une manière de les humaniser encore et une manière d'avoir de l'empathie et de la bienveillance pour mes personnages. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Radio Campus Paris, le 93.9 FM, et vous écoutez toujours On se lève et on se casse. Nous sommes toujours avec Blanche Chabat, la dessinatrice et autrice de La Cité des Dames aux éditions d'Argo. Un premier tome paru le 24 avril 2026. Blanche Chabat, en termes d'écriture d'histoire, comment on fait pour passer d'un récit à un regard féministe sans qu'on ait l'impression que les personnages récitent un discours ? Alors, c'est pas facile, et d'ailleurs, je trouve que c'est peut-être un des défauts de mon tome 1, c'est qu'il est assez bavard et qu'il y a des personnes qui ont des discours politiques. Je veux dire, Baldwin, il fait un discours pendant 6 pages. On assiste à sa soutenance de thèse, et du coup, il nous présente une thèse, et... Moi, j'aime bien le fait d'avoir fait un personnage d'étudiant où, du coup, c'est logique qu'il nous récite un discours, mais de fait, c'est très frontal, quoi. Et donc, voilà. De temps en temps, il faut placer des idées quand même, c'est le premier tome. Exactement. Et donc, c'est pas facile de pas avoir un personnage qui est juste un porte-étendard d'une cause et qui a une vraie personnalité. Et pour moi, ce que j'ai trouvé comme manière de contourner ça, c'est de lier le propos à l'action. C'est-à-dire que, par exemple, pour la thèse de Baldwin, mais c'est un petit peu pareil pour La Cité des Dames de Keane, pour la thèse de Baldwin, sa thèse, c'est ce qui lui permet de se rapprocher du pouvoir. Il n'est pas juste là, tranquille dans sa chambre en train de dire mais si nous abolissions le pouvoir et le servage. Et c'est pas juste quelqu'un qui pense tranquillement, c'est il doit prononcer un discours, et ce discours est un moyen pour arriver à ses fins, c'est-à-dire se rapprocher du pouvoir pour ensuite pouvoir influer sur sa société, sachant que lui il est démuni mais il a des bons alliés. Donc il doit ruser en fait, et il doit penser stratégie pour tirer son épingle du jeu. Et donc le discours, c'est un moment central. En plus, il s'appelle vraiment le discours. Je veux dire, c'est le discours sur la servitude volontaire que j'emprunte à la Boétie. Et il est central dans l'intrigue parce que s'il prononce pas ce discours, il se lie pas d'amitié avec le roi. S'il se lie pas d'amitié avec le roi, il n'y a pas de résolution de l'intrigue du mariage. Et l'intrigue du mariage, c'est le fil narratif de Keane qui drive l'action depuis le début. Et donc, en fait, je me suis servie de ma trame narrative pour enchasser un propos politique très radical, qui en plus nous vient de temps très reculés. Bon, c'est plus la Renaissance que le Moyen-Âge, mais enfin quand même, c'est très lointain, c'est 1550. Et donc pour moi, avoir un personnage qui discourt sur un sujet, c'est pas forcément un problème du moment que c'est cohérent
dans notre intrigue. Donc c'est diégétique quoi, dans le récit. Et si on en fait un point névralgique de notre narration, bah, c'est ok. Et c'est un petit peu pareil pour la Cité des Dames. Bon voilà, c'est le titre, c'est un projet. Et qu'est-ce que ça veut dire fonder une Cité des Dames? J'avais besoin que Keane elle définisse ça parce que c'est son projet politique. C'est pour ça qu'elle a envie de faire le meilleur mariage possible. C'est pas juste pour ne pas être mariée à une brute, donc ce qui est un destin qu'elle refuse dès le début. C'est aussi parce que le mariage est une fin, exactement comme Baldwin. Enfin, de toute façon, c'est pas un hasard s'ils s'entendent bien les deux. C'est aussi un outil pour peut-être avoir une influence politique que d'autres femmes dans sa société n'ont pas. Et donc, du coup, définir ce que c'est sa Cité des Dames, ça devient important pour que juste on la comprenne mieux et on comprenne mieux qui elle est. Et donc, moi, mon astuce, c'est de faire ça et de faire dialoguer les personnages entre eux. Pas tellement en récitatif, mais juste, c'est aussi pour ça que j'ai choisi des personnages qui se situent à des endroits différents de leur société. Parce que nécessairement, leurs discours sont différents. Et par exemple, dans la manière dont vous dessinez les corps de vos personnages, est-ce qu'il y a un questionnement particulier pour, je sais pas, pour mieux représenter, pour... Ouais, à fond. Mais c'est pas encore méga visible pour l'instant parce que mes personnages sont encore très jeunes. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont... Voilà, c'est ça. Keane, elle a 18 ans au début de l'intrigue, elle a 20 à la fin du tome 1. Le tome 1, il y a à peu près 2 ans qui s'écoulent. Et donc, on est dans une sortie de l'adolescence au commencé de l'âge adulte. Et donc, en termes de physique et aussi de style, mes personnages, le character design de mes personnages va beaucoup évoluer au cours de l'histoire. Je spoil pas parce que je ne dis pas qui, mais il y a des personnages qui vont se queeriser, qui vont se queer-coder. Okay. Ça va arriver. Il y a des personnages qui vont plus avoir exactement les mêmes corpulences. En termes de longueur de cheveux, ça va changer aussi. Enfin voilà, pour l'instant, c'est encore un petit peu uniforme parce que c'est les prémices de l'histoire. Et ils sont jeunes. Et ils sont jeunes. Et ils sont comme mon histoire, c'est très méta. Ils sont jeunes, mon livre est jeune, c'est nouveau. Voilà. Mais au fur et à mesure, ça va changer. Et c'est évidemment quelque chose auquel j'ai vraiment beaucoup pensé. Et votre histoire, là, elle est écrite complètement? Vous avez le nombre de tomes complets déjà écrits ou vous êtes encore en train d'écrire Non, j'ai un synopsis complet pour chaque tome. Ok. Et ça va être en 6 tomes. Et je sais ce qui se passe dans chaque tome, mais c'est des synopsis. C'est-à-dire que c'est très succinct et j'ai beaucoup de marge de manœuvre pour modifier, agencer et tout. Et en fait, l'histoire, je la trouve en dessinant. Elle n'est pas fixée tant que je ne l'ai pas dessinée. D'accord. Parce qu'il y a certaines choses qui marchent bien à l'écrit, et puis quand on les met en image, on se rend compte que ça marche pas du tout. Il faut changer. À l'inverse, parfois on avait écrit un truc, et puis on dessine autre chose, et on se rend compte que c'est mieux. Et donc on se dit, en fait, du coup, c'est pas ça qui va se passer, parce que visuellement, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et j'aime bien cette liberté, du coup, c'est pas fixé, mais je sais où on va, globalement. Ok, d'accord. Bonne nouvelle. Et dans les premières pages, on a donc un univers de cartes, de royaumes, parce que tout est fictif dans ce monde dans lequel les personnages se meuvent. On a des duchés, des déplacements. Qu'est-ce que ça permet, la géographie imaginaire, de raconter politiquement? Est-ce que ça facilite? Ou alors vous êtes juste éclatés et vous êtes dit on va créer un monde? Non, pour moi, ouais, pour le coup, la géographie, c'est vraiment le prétexte à ce que mes personnages vivent des aventures palpitantes. C'est-à-dire que je crée la carte en fonction de ce que je veux qu'ils vivent. C'est-à-dire que si je l'ai en mode genre, ok, là j'ai trop envie d'une scène dans la neige, j'ai foutu une chaîne de montagne sur le trajet. Non mais c'est vrai, parce que là j'ai envie d'un truc qui est stylisé un peu neige, fjord, grands pins noirs, enfin grands arbres noirs comme sur les steppes russes, parce que c'est joli quoi. Pareil, si j'ai envie que là il y a un lac, en fait c'est l'intrigue et la DA en fait. C'est vraiment l'esthétique qui va venir dicter la géographie de mon histoire. J'ai littéralement rajouté des péninsules juste avant la publication parce que j'avais oublié que dans le tome 2 il se passait ça, et j'étais en mode genre mais ça en fait, mais ça marche pas du tout d'avoir cette frontière ici. Et du coup d'appeler mon éditrice en panique en mode attention, il faut que je refasse une carte tout de suite parce que là ça va pas. Et je trouve ça intéressant parce que c'est un peu l'inverse de la géographie de base où on va plutôt s'adapter au terrain. Là c'est le terrain qui s'adapte à mon histoire et à mes personnages. Et est-ce que vous avez l'impression que... En fait, ma question c'est le tome 2, sans spoiler la suite, est-ce que vous avez déjà du coup, j'imagine que vous savez déjà ce qui va attendre le personnage principal, vous, sans spoiler, vous avez... Elle aura quel âge? Alors à quel âge on commence tout de suite après. Ok, ouais. Donc à 20 ans. Okay. Ouais, c'est ça. Le tome 1 on se termine par un gros cliffhanger et on reprend 2 minutes après.
Ok. Après, il va s'écouler du temps pendant ce 2, mais en tout cas, on est dans la suite immédiate, juste au début du 2. Est-ce que vous avez l'impression, donc, après avoir écrit cette BD et avoir fait tous ces synopsis pour ces 6 tomes à venir, enfin ces 6 tomes en entier au total, est-ce que vous avez l'impression que vous avez réparé un imaginaire de BD qui était un peu misogyne et autres? Ou Réparer, je sais pas, mais en tout participer cas... à réparer. Ouais, je m'inscris en tout cas dans une mouvance où je suis pas la seule à être dedans, Non. bien sûr que non, mais en tout cas je m'inscris dans ce mouvement-là, de réinterprétation des codes par un prisme féministe, ce qui est un peu un peu mon essence finalement d'autrice. Non, je rigole parce que c'est littéralement ce qui est écrit au dos de Mythe et Meuf. C'est comme ça qu'on décrit mon travail en général, et donc du coup vous l'avez appris, vous l'avez intégré. Exactement, du coup c'est ce que je fais avec d'autres codes. Et non, et je pense que c'est aussi parce que je prenais un petit peu le pari, parce que c'est l'adolescente que moi j'étais, qu'il y a plein de filles et de personnes queer qui adorent la fantasy, qui adorent la SF et qui s'y sentent pas forcément représentées à leur juste valeur, et qui sont capables de s'identifier à des personnages qui leur ressemblent pas parce que l'histoire est bien, parce que les thèmes sont importants. Mais en fait, c'est dommage qu'on ait toujours à faire cet effort supplémentaire d'identification à des héros qui sont pas nous. Et donc du coup, je me disais, moi, en tant qu'adolescente, j'aurais bien aimé avoir ça. Donc je vais le faire, et je prends le pari que je pense que j'étais pas toute seule. Et depuis 1 mois que la BD est sortie, c'était vraiment un bon pari, je pense, parce que à chaque fois que je me déplace en dédicace, on me dit mais moi aussi en fait j'avais cette faim de plus de représentation et d'une manière différente de raconter les histoires. Et donc t'étais clairement pas toute seule à nourrir ce désir-là. On est clairement plus nombreuses que ce qu'on pensait, et c'est chouette quoi. Et donc du coup, si ça peut trouver ce public-là, ce sera réussi. Donc vous avez l'impression que dans la réception, il y a vraiment une fin de ce genre d'univers un peu queerisé, féministisé. Oui, je pense. Mais je pense que c'est plus à prouver, parce qu'en vrai, dans la littérature, du coup anglo-saxonne dont je parlais tout à l'heure, c'est déjà complètement le cas. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu vraiment un renouveau féministe de la fantasy chez les écrivaines plutôt états-uniennes, qui connaît un succès retentissant. Et d'ailleurs, l'énorme essor de la romantasy en ce moment est aussi un autre symptôme de ça. Voilà, un autre signal de ça. Donc ça, pour moi, c'est complètement évident, et c'est déjà complètement en marche dans la littérature. Maintenant, dans la bande dessinée, c'est encore un peu marginal, mais du coup, j'ai complètement envie que ça essaime. C'est plus masculin la bande dessinée que la littérature, vous diriez? Oui. Oui, c'est net. Et puis, c'est clair. Les catégories sont genrées aussi, c'est-à-dire que c'est plus masculin. Puis, quand il y a beaucoup d'autrices femmes, elles vont être dans certains genres en particulier. Elles vont être beaucoup en jeunesse et beaucoup en autobio. Plus sur des formats romans graphiques, plus sur des sujets qui ont trait à l'intime, ou plus sur du documentaire. Et moi, j'échappe à la règle, j'ai fait de la jeunesse et du documentaire. En revanche, quand on s'attaque à des grands genres fictionnels, genre le western, la science-fiction ou l'heroic fantasy, là, ça commence à se désertifier en termes d'autrices. Et il y en a, mais il y en a genre une pour une décennie, quoi. Et donc, du coup, c'est encore un champ à investir. Dernière question avant la fin, est-ce que vous auriez des recommandations de bande dessinée pour l'été? Cet été-là? Ouais. C'est pas forcément récent, ça peut être ancien. D'accord. Vous avez le temps pour y réfléchir, nous on va regarder nos feuilles. Qu'est-ce que j'ai lu de bien là? Je vais faire des petits trucs féministes. Alors, j'ai des coups de cœur récemment, mais en même temps c'est les coups de cœur de tout le monde parce qu'elles sont vraiment incroyables ces BD. Il y a Terre ou Lune de Jade Co, qui est fabuleux, c'est trop bien. C'est très 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 beau, c'est un gros pavé de 300 pages fait à l'aquarelle et à la gouache, et ça parle de science-fiction et d'écologie, et c'est magnifique. Terre ou Lune, ouais. Terre ou Lune De Jade Co. Okay. Y a La Langue des Vipères de Juliette Brocal, c'est aussi de la fantaisie et c'est aussi féministe. Ça se passe dans une abbaye, c'est magnifique, c'est un peu le nom de la rose, intrigue, mystère et un petit peu de magie, avec 2 héroïnes fascinantes. Donc je recommande très fort. Et puis après, la série Ladies with Guns, y en a 4 tomes déjà. Et je crois
que le tome 5, je sais pas s'il y en a 3 et le 4 sort bientôt, ou s'il y en a 4 et le 5 sort bientôt. En tout cas, l'opus suivant sort bientôt. Voilà, c'est ça. Il y en a 4 ou 5 et c'est trop génial. Et c'est plein de meufs, pareil, d'horizons. Là, c'est un western, du coup, d'horizons différents qui s'arment de manière différente tout au long de l'histoire et qui, pareil, essayent de lutter contre toutes sortes de chaînes qui existent dans le Far West de manière très littérale et puis métaphorique aussi. Donc voilà, si vous avez envie d'un été féministe et avec un magnifique dessin, ces 3 titres-là, ça devrait être chouette. Et ben voilà. Moi, c'était 3 titres que je ne connaissais pas, donc c'est parfait. C'est la fin de cette émission. Malheureusement, merci beaucoup Blanche Chabas de vous être joint à nous. Merci. On était très heureuse de vous avoir avec nous. Je rappelle que votre bande dessinée La Cité des Dames, le tome 1, Le Secret de Sika, publié aux éditions d'Argo en avril dernier, est disponible dans toutes les librairies. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On revient en juillet avec une émission crossover spéciale qui sera en direct de Césure le 16 juillet prochain. On vous dit plus très bientôt sur les réseaux sociaux. Et sinon, on se retrouve en septembre prochain. Passez un bon mois de juin. À bientôt.